Donc, Ok. Milan Boigard, tu es le fondateur d'une newsletter hebdomadaire qui s'appelle No Code Station. Aujourd'hui, tu as Yes. une grosse communauté de plusieurs milliers de personnes qui te suivent. Tu es aussi le récent fondateur d'une école qui s'appelle Uncode, je vais y arriver, School. Pardon. Et donc, en lançant notamment à travers une plateforme YouTube cette école à destination principalement des écoles post-bac comme nous. Donc, j'espère qu'on Oui. aura l'occasion de travailler là-dessus, et également des entrepreneurs, bien évidemment. J'ai vu que tu étais passé par la case Simplon en tant que formateur, que tu avais monté énormément de boîtes, et notamment dans le domaine de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. En Exactement. tout cas, on est ravis de t'avoir, mon cher Milan, dans le cadre de ce masterclass Comment réinventer son entreprise grâce aux outils digitaux. Et je vais te laisser la parole pour toi tenter de répondre à cette question un petit peu plus précise, qui est comment finalement le no-code accélère aujourd'hui toutes les innovations en entreprise. Je te laisse la parole. Merci, Milan. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Bonjour à tous. Pour peut-être démarrer cette masterclass, je ne vais pas vous cacher que j'aurais préféré vous la faire en présentiel à La Réunion parce que j'imagine que ça doit être beaucoup plus sympathique. Mais on va faire comme ça et on verra pour la suite. Encore merci, Antoine, pour ton invitation et merci à tous d'être là. Alors, c'est vrai qu'on commence aujourd'hui finalement avec un sujet où il est sur un sujet qui est plutôt assez vaste, hein. Comment réinventer son entreprise avec le no-code? C'est un sujet qu'on a déterminé avec Antoine. Et sur deux points sur lesquels je vais essayer d'insister. Alors, je vais essayer de vous mettre la présentation en plein écran. Ce sera quand même plus sympathique, effectivement. Comment réinventer son entreprise avec le no-code, avec deux termes qui, moi, m'ont particulièrement marqué en fait, dans le sujet de cette conférence, sur le terme de réinventer et le terme de no-code, sur lequel je pense effectivement avoir une petite expertise sur le sujet. Et j'ai un background de philosophie, en fait. Il y a de ça quelques années, en règle générale, en philosophie, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un titre comme ça? On s'interroge sur les mots avant de partir de but en blanc comme ça. Et le terme réinventer, ici, avait du sens. Au début, je me suis demandé s'il n'était pas effectivement peut-être un peu trop pompeux, un peu trop difficile d'accès. Et finalement, je me suis dit que réinventer, c'était quelque chose qui avait vraiment du sens quand il était corrélé avec le terme no-code. Pourquoi? Parce que réinventer, il peut s'entendre de différentes manières, ou en tout cas, moi, de deux manières dont j'ai déterminé. C'est d'une manière une entreprise qui existe déjà et qui va chercher finalement à changer de fonctionnement, à redonner du sens à des tâches. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est effectivement, est-ce que le no-code va pouvoir vous permettre de redonner du sens finalement aux entreprises et aux tâches qui sont faites en entreprise. C'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est lorsque vous créez une entreprise, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont pour projet de monter des entreprises. Est-ce qu'une entreprise qui va se faire dans quelques mois ou dans quelques années sera construite exactement de la même manière qu'une entreprise qui a déjà quelques années? De mon point de vue, grâce au no-code, c'est des choses qui effectivement ne vont pas se faire. Je pense qu'effectivement, avec le no-code, en entreprise, vous allez la réinventer de telle manière parce que vous allez la construire autour de ce qu'on appelle des makers. Donc, je reviendrai un peu plus en détail sur ça. Mais je pense que c'est vraiment ces deux points sur lesquels je voudrais insister. Comment, si vous êtes déjà une entreprise aujourd'hui, vous avez déjà des outils digitaux, comment est-ce que vous faites pour redonner du sens aux tâches que vous avez? Et ensuite, comment est-ce que vous faites pour construire une nouvelle entreprise grâce au no-code? Alors, si je fais une brève présentation effectivement de moi pour savoir qui va vous parler quand même pendant ces quelques minutes ou cette petite heure, je m'appelle Milan Bogart et effectivement je suis fondateur en fait de deux sociétés qui ont bien évidemment un lien entre elles, hein. Je suis fondateur, je commencerai peut-être par la première, je suis le fondateur de No Code Station. No Code Station, j'ai démarré en fait avec ça. C'est une newsletter qui est hebdomadaire sur le no-code, qui aujourd'hui a plus de 2400 abonnés. Et en règle générale, ce que j'essaie de vous faire, c'est une sorte de digest, une sorte de condensé de l'actualité no-code afin que vous puissiez progresser, vous intéresser au domaine. Et j'essaye de le faire sur 5 minutes de lecture.
Donc ça, c'est comme ça que ça a commencé et que je me suis créé une communauté. Et effectivement, comme le disait Antoine, je suis le récent fondateur d'une société qui s'appelle Uncode School et dont l'objectif est que ça soit une plateforme d'enseignement au no-code sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir vous former sur ces sujets-là. Auparavant, moi, j'ai également été entrepreneur, mais dans un autre domaine, mais qui est resté un domaine technique. J'ai été entrepreneur dans un domaine que vous avez déjà entendu parler, probablement, qui s'appelle le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et j'avais monté une société qui était un média autour de la réalité virtuelle et autour de la réalité augmentée. Donc voilà, j'ai l'habitude d'écrire, j'ai l'habitude de monter des communautés. Si c'est d'ailleurs des sujets qui vous intéressent, on pourra peut-être y revenir parce que c'est des choses qui finalement ont aussi un intérêt lorsque vous montez du no-code. C'est pas seulement du technique, c'est comment est-ce que vous faites pour monter en fait une boîte avec une communauté autour. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, en tout cas, n'hésitez pas soit à poser des questions, soit sinon peut-être à m'ajouter sur LinkedIn si jamais ça ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui. J'essaierai d'y répondre au mieux. Donc, je vous propose qu'on aille directement sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment réinventer l'entreprise grâce au no-code. Alors, je vais essayer de commencer par un petit peu un chiffre qui est assez pertinent lorsqu'on parle de no-code. C'est qu'en 2025, il y aura 500 millions de logiciels à créer. Clairement, 500 millions, c'est beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est comme un gros tuyau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir embouteillage. Le problème, c'est qu'évidemment, 500 millions de logiciels à créer pour 2025, il n'y a pas assez de personnes pour créer ces logiciels. Et par conséquent, c'est à ce moment-là qu'on est face à un double choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye justement de former plus de développeurs et de développeuses pour pouvoir créer ces logiciels, pour pouvoir répondre à ces besoins, ou alors on se dit, il y a peut-être d'autres méthodes, il y a peut-être des gens qui effectivement ne sont pas forcément techniciens à la base, mais comprennent plutôt bien l'informatique, comprennent les concepts et sont capables effectivement de construire, par exemple, ce que vous faites. Je pense que vous devez savoir construire des bonnes présentations, vous devez savoir utiliser un tableur Excel, un Google Sheet, etc. Donc ça, c'est des choses que vous savez faire. Et l'idée, c'est de se dire, si on ne peut pas créer 500 millions si ce n'est pas possible de créer ces 500 millions de logiciels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de former d'autres personnes à construire ces logiciels. Et on va leur permettre de les construire grâce à deux domaines qu'on appelle le no-code et le low-code. Donc là, vous voyez, globalement, on regarde des chiffres. Sur 500 millions, c'est-à-dire qu'il y en a 50 millions qui seraient construites en pur code et 450 millions, c'est-à-dire quasiment la totalité, 75%, seraient construites via des outils no-code et des outils low-code. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est une première base marché très, très importante. C'est-à-dire que 75% de ce qui va être construit en termes de logiciels et de termes techniques sur les prochaines années, ça va être grâce au no-code et au low-code. Donc, je pense que ça, c'est déjà une première étape qu'il faut se fixer pour 2025 et pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce domaine et probablement, si c'est un sujet qui vous intéresse, probablement rentrer dedans de manière plus approfondie. Alors, vous allez me dire, OK, c'est sympa, du coup, il nous donne les chiffres, mais on n'a toujours pas compris ce que c'était que le no-code ou le low-code. On va commencer peut-être par le plus simple. Le code, je pense que vous voyez très bien ce que c'est. C'est ce qu'utilisent les développeurs pour c'est plusieurs langages qu'utilisent les développeurs en fait pour créer des logiciels, des applications mobiles. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, je pense que vous devez peut-être même avoir des amis en fait qui sont dedans. C'est un métier qui s'apprend, qui prend beaucoup de temps, qui est très complexe, qui demande pas mal de logique. Et je pense que malgré ce que pas mal de bootcamps ou d'écoles ont voulu nous faire croire, entre guillemets, qu'on allait tous devenir développeurs, la réalité, c'est que devenir développeur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile, qui demande beaucoup de temps et qui demande de l'abnégation pour être bon.
OK. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on vous vende les bootcamps de code et qu'on vous dise, bah, c'est bon, au bout de 4 mois, tu vas devenir développeur et tu vas pouvoir monter ta startup et ça va être génial, tu vas pouvoir aller en entreprise. La réalité, c'est pas possible parce que ça demande beaucoup plus ça demande beaucoup plus de temps pour devenir bon, hein. Globalement, en tant que développeur, si vous n'avez pas fait au moins 2 ans à fond de code, c'est quelque chose qui va être difficile. Mais est-ce que pour autant, tous les logiciels méritent d'avoir un développeur ou une développeuse qui connaissent exactement toutes ces structures, toute cette logique et qui y passent du temps? La réalité, c'est que ce que je ne vous ai pas dit sur les 500 millions de logiciels et les 450 millions à construire en no-code ou en low-code, c'est que la réalité, tous les logiciels n'ont pas la même difficulté. Bien évidemment, quand on pense à logiciel, on pense quelque chose de très, très complexe. Mais globalement, si vous voulez faire juste un site Internet pour votre entreprise, y être référencé et avoir une présence sur Internet, c'est-à-dire participer à la transformation digitale d'une entreprise, la réalité, c'est que finalement, ça ne demande pas un niveau en code qui est le même qu'une personne qui voudrait développer une intelligence artificielle. Je pense que là, vous êtes à peu près d'accord avec moi sur ce sujet-là. Donc, ce qui se passe, c'est que on a de plus en plus dérivé vers des outils où on s'est dit on va essayer de s'abstraire un petit peu du code et on va essayer de faire une abstraction du code pour rendre les choses un peu plus simples. Et on est parti notamment sur deux termes qui aujourd'hui se font un petit peu concurrence et ne sont pas extrêmement simples à définir, qu'on appelle le no-code et le low-code. Globalement, si j'essaie de vous les définir en des termes très simples, le no-code, c'est la possibilité de construire des applications mobiles ou des sites web ou des plateformes, des marketplaces, des SaaS, etc. Alors, on pourra revenir si ces termes-là, c'est des termes que vous ne connaissez pas forcément. N'hésitez pas à poser des questions, c'est important, j'ai envie que ça soit interactif. Le no-code, c'est ce qui va vous permettre de construire ces logiciels sans avoir à coder. Globalement, essayez d'imaginer votre PowerPoint, votre Google Slide, où vous glissez, déposez des éléments sur un tableau blanc. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que sur votre PowerPoint, quand vous glissez et déposez ces éléments, il s'avère que ça vous donne une présentation finale avec le visuel que vous voulez. Et en plus, vous pouvez rajouter quelques interactions supplémentaires, vous pouvez rajouter des effets sur votre présentation, etc. etc. Et ben, imaginez que les outils no-code, aujourd'hui, et encore plus demain, vous permettent justement de réaliser des sites web, des applications mobiles simples et complexes, justement via ces glisser-déposer, via quelques clics. C'est ce qu'on appelle le visual programming. Okay, c'est programmer de manière visuelle. Vous n'avez plus besoin de coder avec vos petits doigts, comme on dit, mais vous avez seulement besoin d'utiliser votre clic et un petit peu de logique pour pouvoir construire votre application. Le low-code, comme je vous l'ai placé là, c'est quelque chose qui finalement se trouve au milieu entre le no-code et le code. Et c'est-à-dire que vous allez avoir à la fois un mix d'outils qui vont vous permettre de glisser, déposer des éléments, de construire votre interface, et vous allez également être possible d'utiliser un peu de code à l'intérieur. Donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va être la combinaison de deux mondes qui va être le no-code et le code réunis au sein d'une même application. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort parce que ça veut dire qu'enfin, peut-être que les développeurs et les développeuses vont pouvoir justement mieux communiquer avec d'autres pans qui travaillent, d'autres pans de salariés qui travaillent dans une même boîte avec la partie marketing, la partie sales, la partie product management. Il y a une partie qui sera faite en code et une autre partie qui sera faite en no code, et ils vont essayer de mixer en fait ensemble ces différents points. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous présenter une vue un petit peu macro finalement de ce qu'était le no-code, le low-code et leur lien avec le code. Alors si on a fini pour ces définitions, rapidement, juste un petit peu d'histoire parce que c'est quelque chose que j'aime bien et qui permet de comprendre un petit peu pourquoi finalement on en parle aujourd'hui
et pourquoi il y a effectivement cet engouement autour du no-code. Si jamais vous allez voir des sites comme par exemple Product Hunt qui permet de lister les différentes startups qui sont sorties, c'est un peu le buzzword de 2020, de 2021. On a l'impression que toutes les boîtes qui sortent maintenant font du no-code. OK, donc c'est vraiment OK, c'est intéressant, mais la question c'est est-ce que c'est déjà quelque chose qui est récent et comment finalement ce mouvement-là s'inscrit dans une histoire qui finalement perdure depuis déjà un paquet d'années. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, l'idée principale de base, ça a toujours été pour les développeurs d'essayer de faciliter l'accès à l'informatique. Si on revient juste d'un point de vue historique, l'informatique au début, c'était juste, vous aviez un écran noir et en fait, il fallait rentrer ce qu'on appelait des lignes de commande pour pouvoir afficher des éléments à l'écran. On est d'accord, c'était clairement pas accessible à tout le monde. Et c'était la vraie difficulté, c'est qu'au final, l'informatique, c'était réservé seulement qu'à des initiés. Le problème, c'est que vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde quasiment a un ordinateur. Et au-delà de ça, en entreprise, tout le monde est obligé de savoir utiliser un ordinateur. Et par conséquent, si jamais on n'avait pas fait cet effort de simplifier l'accès au logiciel, on n'aurait jamais pu avoir cette adoption de l'ordinateur. Et sans rentrer finalement dans les détails, l'idée pour les développeurs, ça a toujours été de faciliter l'accès visuellement et même en termes de logique, de faciliter l'accès au logiciel et à l'ordinateur. Donc d'abord, effectivement, ils ont simplifié l'accès grâce à une meilleure interface du terminal. Dans les années 80, l'idée, c'était de simplifier les logiciels. Et puis surtout, après, ça a été vraiment de simplifier ce qui se passait sur le web. Le web tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2021 n'a rien à voir avec les débuts du web où, au-delà du fait que c'était très, très moche, ce n'était pas évident d'y accéder. Donc, voilà. Aujourd'hui, enfin, dans les années 90, il y a un premier navigateur. Aujourd'hui, on utilise Chrome et Firefox, mais en fait, dans les années 90, il y avait un autre acteur qui s'appelait Netscape et qui était extrêmement présent sur le marché. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut voir. Et l'idée, c'était que ce navigateur était là pour simplifier l'accès à la navigation sur le web. Et ensuite, en 2003, et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour la partie no-code sur le web, puisque l'idée, c'était qu'en 2003, il y a eu la première version de WordPress qui a commencé. Et peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans vos cours, vous en avez déjà entendu parler. WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, ce qui va vous permettre de publier un site web de manière assez simple. Et là, l'idée de WordPress, c'était tout simplement de faciliter la création d'un site Internet. Alors qu'un site Internet, avant 2003, tout simplement, il fallait prendre ses petits doigts, coder de A à Z le logiciel. Dès que vous vouliez publier un post de blog, il fallait soi-même le coder, etc. Ce n'était pas forcément évident. À partir de 2003, il y a la première version de WordPress qui sort et qui va changer complètement la donne, puisque ça vous permet beaucoup plus facilement de pouvoir créer vous-même votre blog et votre site Internet. À tel point qu'aujourd'hui, 25% du web, je parle bien de 25% du web, est sur WordPress. Et si jamais il n'y avait pas eu la démocratisation finalement de ce genre d'outils, entre guillemets, no-code, il n'y aurait jamais eu autant de sites web et autant de gens qui se seraient mis au web. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, les outils no-code, là, l'idée, c'est qu'on va de plus en plus vers de la simplification en fait, visuelle et de plus en plus de personnalisation. Mais ça s'inscrit dans une histoire finalement où l'idée, c'est vraiment de simplifier l'accès au logiciel et au web. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie historique. Je vous parlais de Product Hunt juste tout à l'heure. Peut-être que vous connaissez ce site web. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à y aller, si, notamment le domaine des startups, de l'entrepreneuriat
des nouvelles technologies vous intéresse, hein, c'est un site qui est assez connu chez toutes les personnes qui effectivement apprécient en fait l'entrepreneuriat ou tout ce qui tourne autour de la tech. Et le fondateur de ce site-là, qui s'appelle Ryan Hoover, en fait, a annoncé, parce qu'ils ont l'habitude de voir ça sur la plateforme, que de plus en plus de gens deviendraient des makers. Je vous en ai parlé en fait au début. Je vous ai parlé au début en fait de la version de comment est-ce qu'on réinventait son entreprise et que peut-être que les nouvelles entreprises de demain, elles allaient justement intégrer des makers. Si on devait traduire en français, c'est pas très beau. C'est des personnes qui font, c'est des personnes qui sont en train de créer. Ce que dit Ryan Hoover, en fait, c'est que aujourd'hui, finalement, encore une bonne partie de tout ce qui est logiciel, de tout ce qui est software, de tout ce qui est web est accessible seulement aux 1% des personnes qui sont ingénieurs dans ce monde, et que l'idée des outils no-code, c'est justement de faire en sorte que ce 1% ne reste pas, mais qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent accéder à des services, justement la possibilité de créer des logiciels. Et ces personnes-là, en règle générale, qui font du no-code, sont appelées des makers. Ok, ça c'est juste la terminologie en fait qui est en train de se mettre en place. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Je vous ai déjà en fait donné quelques clés au début, mais je voudrais ajouter en fait quelques points supplémentaires. Le premier, pourquoi est-ce qu'on parle de no-code aujourd'hui et pourquoi vous avez une opportunité pour vous y mettre aujourd'hui? C'est tout simplement qu'on va avoir besoin en fait d'un côté de beaucoup d'applications, on va avoir besoin de faire beaucoup d'applications, mais le problème c'est qu'on manque de développeurs. Et je vous parlais au début de tous ces nouveaux développeurs qui arrivent sur le marché, qui ont fait entre 3, 4 à 5, 6 mois de bootcamp, voire peut-être 1 an, mais qui ne sont pas encore opérationnels. C'est-à-dire que même eux, qui ont déjà quand même une connaissance un peu tech, ça ne suffit pas pour répondre à la logique qui est celle de toujours faire plus d'applications. Et donc, qui c'est qui va construire ces prochaines applications? Ce sont justement les makers, ce sont justement les personnes qui vont utiliser le no-code. Ça sera vous, quand vous allez en entreprise, vous allez justement devenir des makers ou justement, ça va être toujours plus de personnes qui vont rentrer sur le marché pour se mettre en no-code. Voilà, d'un côté, on a ce manque de développeurs et on avait besoin de trouver une solution. Et donc, donc le no-code correspond parfaitement. Alors après, je vous ai mis un petit nom un peu barbare, l'amélioration des GUI, c'est Graphical User Interface. Alors, c'est sur le fait qu'effectivement, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, quand on est développeur, on construit en ligne de commande, on construit avec des éditeurs qui sont… moi-même, j'ai été développeur avant, que j'ai trouvé assez agréable, mais globalement, comparé à ce qui se passe sur les interfaces no-code qui ressemblent plutôt à ce que vous pourriez connaître autour du PowerPoint, ou autour d'Excel, par exemple. Aujourd'hui, il y a eu une vraie amélioration de cette interface utilisateur pour justement simplifier l'accès. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que justement, ça va vous permettre de vous mettre plus facilement à ce genre d'outils no-code, ce qui n'aurait pas été possible avec les outils techniques si vous vouliez être développeur aujourd'hui. Donc ça, on peut le noter parce que le fait que ça s'améliore, ça donne envie à plus de personnes de s'y mettre. Alors, après, un autre petit nom, mais ça, c'est un concept à connaître. Aujourd'hui, de plus en plus de services proposent également ce qu'on appelle des API. Globalement, aujourd'hui, n'importe quel type, de gros services un peu connus, que ça soit du Facebook, que ça soit Twitter, que ça soit les outils no-code en règle générale, que ça soit des services de paiement. À l'origine, c'était des services qui fonctionnaient tous de manière en fait différenciée. Ils ne communiquaient jamais entre eux. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des services communiquent entre eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une API parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ces services
qui sont aujourd'hui, enfin, qui étaient différents, arrivent à communiquer entre eux via ce qu'on appelle des API. Et par conséquent, ça change beaucoup la donne parce que lorsque vous faites un site Internet ou par exemple un site e-commerce, vous n'avez pas forcément besoin de construire sur des services qui sont très divers et vous n'avez pas besoin de construire à la fois votre visuel et puis de chercher ensuite comment est-ce que vous allez faire le paiement, comment est-ce que vous allez faire pour mettre en place des outils marketing dessus. Il s'avère que tout est pris en compte et vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel type de service qui possède une API pour l'intégrer au sein de votre site Internet. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment, vraiment la donne. Un autre point qui change énormément la donne, probablement, c'est parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir, lorsque vous créez lorsque vous créez un site Internet ou une application mobile, il s'avère que c'est quelque chose où vous êtes obligé de l'héberger quelque part. D'accord ? Toutes ces données, ils sont quelque part, ils sont sur des serveurs. Et il s'avère que c'est ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Je pense que vous en avez entendu parler. Les solutions d'hébergement aujourd'hui sont de plus en plus fortes. C'est de plus en plus accessible en fait de pouvoir mettre en ligne une application. C'est de plus en plus facile de pouvoir héberger son application et son site web. Et par conséquent, ça facilite grandement l'accès aux outils no-code. Et deux derniers points qui ont notamment retenu mon attention sur le fait de savoir pourquoi le no-code est en train effectivement d'exploser aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu de ce terme qu'on a entendu, un peu, c'était le sujet de la campagne présidentielle, notamment le parti Startup Nation. Je ne sais pas si j'aime bien ce nom, mais en tout cas, force est de constater que de plus en plus, on remarque, et je pense que vous le remarquez peut-être entre vous, il y en a peut-être certains qui ont envie de monter leur entreprise. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans un monde où l'entrepreneuriat n'a pas forcément mauvaise presse, mais est de plus en plus encouragé. Et par conséquent, notamment l'entrepreneuriat dans le digital. Et ça, c'est quelque chose, en étant encouragé, qui forcément va permettre de promouvoir de plus en plus les outils no-code, puisque bien évidemment, les entrepreneurs qui vont arriver sur le marché, ce n'est pas que des développeurs. C'est beaucoup de gens comme vous et moi qui n'ont pas forcément toujours un background technique et qui, pour autant, ont des super idées et ont envie de les mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dans le monde de demain, va être de plus en plus important et qui va faire que le no-code va justement exploser. Et le dernier point, c'est celui sur la transformation digitale des entreprises. Ça, c'est globalement quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu plusieurs fois. Certes, toutes les entreprises n'ont pas encore effectué leur transformation digitale, mais avec ces outils no-code, elles vont être capables de faire cette transition de manière beaucoup plus importante. Et comment est-ce qu'elles vont faire cette transition ? Elles vont la faire grâce à vous, parce que vous allez aller, si vous ne montez pas votre entreprise, vous allez aller en entreprise et on va vous demander à vous de savoir utiliser des nouveaux outils pour transformer cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, doit attirer votre attention. Et comment est-ce que vous allez transformer cette entreprise ? En utilisant, si vous n'êtes pas technique, des outils no-code. Alors, j'en ai un petit peu parlé finalement. Le no-code, à qui est-ce que ça s'adresse ? J'en ai déjà parlé aux entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà dans des groupes d'entrepreneurs ou peut-être même certains d'entre vous ont déjà monté des entreprises. Les entrepreneurs, il y en a de deux types. Soit vous êtes déjà, notamment dans le digital, soit vous êtes déjà technique et du coup, ça pose pas trop de problèmes finalement de savoir de coder un site ou une application mobile. C'est simplement du temps que vous allez allouer. Soit sinon, vous êtes quelqu'un qui est plutôt un profil commercial, un profil gestion de projet, un profil de manager ou de communicant. Et là, à ce moment-là, vous ne savez pas coder. Et la seule chose que vous devez faire, c'est de trouver un cofondateur ou une cofondatrice qui est technique. Et comme je vous disais, aujourd'hui, il n'y a pas assez de développeurs. Donc, pour pouvoir attirer un cofondateur ou une cofondatrice technique, globalement, je ne vous le cache pas, ça va être très, très compliqué, même si vous avez une super idée. Mais par contre, vous pouvez faire des choses qui sont très, très, très intéressantes avec des outils no-code, puisque vous pouvez déjà commencer à réaliser votre application, faire votre premier site web, votre première application, votre première marketplace. Et ça,
c'est quelque chose qui change vraiment la donne en tant qu'entrepreneur. Et je suis assez convaincu qu'on va voir de plus en plus d'entrepreneurs sur le marché qui vont arriver avec leurs idées et qui ont justement fait leur première version grâce à des outils no-code. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez fort. La partie salarié, bien évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment sur la partie transformation digitale. J'y reviens pas forcément, mais effectivement, en tant que salarié, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on va vous demander non plus d'être seulement un salarié, mais de devenir ce qu'on appelle un maker. C'est une personne qui, en fonction de l'endroit où vous allez être, c'est-à-dire soit vous êtes au pôle communication, au marketing, vous faites du management, vous êtes au sales, aux ventes, au commerce, et on va vous demander d'essayer d'automatiser un certain nombre de process, de mettre en place en fait des éléments techniques. Et il ne va pas falloir attendre que ça soit forcément ce qu'on appelle la DSI, donc c'est la direction des systèmes informatiques, ou tout simplement les développeurs en entreprise qui mettent ça en place, parce que là, je peux vous dire que globalement, dans une grosse entreprise, si vous attendez que la DSI ou que les développeurs vous mettent en place votre super idée, je pense que vous allez attendre longtemps parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire et vous n'êtes pas une priorité pour eux. Par contre, si vous avez ce tempérament de maker, là, pour le coup, vous allez pouvoir essayer de changer la donne et de trouver des actions digitales qui vont vous permettre de modifier en profondeur cette entreprise et de pouvoir itérer en fait sur ce que vous faites. Et pour terminer, peut-être c'est quelque chose qui vous concerne, la partie étudiant. Moi je crois beaucoup finalement au fait que ceux qui vont vraiment changer la donne par la suite et qui ont tout intérêt à se mettre au no-code, c'est les étudiants. Pourquoi ? Parce que vous êtes le monde de demain, c'est vous qui allez faire les entreprises de demain, c'est vous qui allez rentrer dans les entreprises qui sont déjà faites. Ça va être à vous qu'on va demander en fait l'impulsion et ça va être à vous qui va être que la prochaine transformation digitale va arriver. Et par conséquent, moi, je suis assez convaincu que ces outils no-code peuvent vous aider et qu'en tant qu'étudiant, elle a toute sa place pour pouvoir vous aider pour l'avenir. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très fort. Moi, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, on vous demande de savoir utiliser, lorsque vous allez en entreprise, on vous demande de savoir utiliser la suite Office, la suite Google, donc Excel, Slide, PowerPoint, tout ça, c'est des choses, vous devez savoir les utiliser. Je suis assez convaincu que dans les 1, 2, 3 à 5 ans qui viennent, vous devrez connaître de plus en plus des outils no-code. Alors, pas forcément tous les outils no-code, bien sûr, c'est pas possible d'être bon partout, mais en tout cas, certains, et ça va devenir de plus en plus un prérequis. Pour ma part, je fais pas mal, par exemple, de veille sur les types de jobs en rapport avec le no-code qui sont de plus en plus demandés. Et je peux vous dire que chaque semaine, je vois toujours plus d'offres et toujours plus de demandes autour de ces profils-là. Donc, vous pouvez y aller parce qu'en plus de ça, il y a du boulot. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à voir et qui est à garder dans un coin de votre tête si le sujet vous intéresse. Alors, qu'on vienne un petit peu sur quelques exemples. Je ne suis pas très, très fan des listes d'outils. Alors, je sais que sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est toujours un truc qui rassure pas mal d'avoir une liste d'outils, les 150 meilleurs outils no-code, etc. Globalement, je ne suis pas sûr que ça soit très, très utile, mais effectivement, le seul intérêt que ça a, c'est vous mettre quelques noms en tête pour que vous puissiez aller chercher et commencer à regarder ce qu'il y a derrière. Le no-code, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment à l'intérieur ? Eh ben, on va avoir finalement plein d'éléments différents. Le premier élément dont j'ai déjà parlé, et finalement qui est peut-être le plus simple, c'est toute la partie création de sites web. Là encore, il y a une multitude d'acteurs et je ne les ai pas tous cités. Il y en a certains qui font clairement partie du lot et qui sont des outils sur lesquels vous pouvez aller sans trop de difficultés. Webflow et Bubble, ça, c'est des outils sur lesquels vraiment vous pouvez aller sans aucun problème parce que c'est des boîtes qui sont assez fortes, qui ont un produit qui est vraiment extraordinaire et qui vous permettent de construire des sites web ou des marketplaces vraiment de très, très grande qualité. Toujours avec du glisser-déposer. Ok, ça, c'est vraiment des choses qui sont… c'est des outils, ce qu'on appelle des constructeurs et qui sont vraiment de très, très bonne qualité. Vous avez Card, London, Wix.
peut-être que finalement, si vous n'avez jamais entendu parler de no-code, Wix ou WordPress, c'est probablement les noms que vous avez déjà entendus. Et peut-être Shopify aussi, s'il y en a certains d'entre vous qui font du e-commerce, qui s'intéressent au e-commerce. Shopify, c'est un acteur pour créer des sites e-commerce qui est hyper fort et extrêmement bon. Après, en no-code, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez faire des applications mobiles. Et là-dessus, encore une fois, l'idée, c'est que vous pouvez utiliser des applications comme Adalo, comme Glide, AppGiver. Amazon s'y est mis avec Honeycode. Donc là, c'est plus destiné aux entreprises. AppSheet, c'est pareil, c'est Google qui est derrière, mais c'est plutôt destiné aux entreprises. Si ça vous intéresse de vous y mettre, je vous conseille plutôt d'essayer d'utiliser Adalo ou Glide, qui sont très, très intéressantes. Un autre point sur la partie no-code qui doit retenir votre attention, c'est toute la partie automatisation. Toute la partie automatisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, imaginons, je prends vraiment un exemple très, très simple. Imaginons que vous ayez envie de vous constituer une veille via Twitter. Si vous êtes sur Twitter, vous pourriez automatiser cette veille en disant lorsque je clique sur le petit like sur Twitter, donc le petit cœur, je veux que ce tweet-là arrive directement sur mon tableau Excel, mon Google Sheet ou d'autres domaines, alors qu'avant, c'est quelque chose, vous auriez dû faire des copier-coller, vous auriez dû prendre du temps dessus. Là, vous pouvez vraiment automatiser. Vous pouvez automatiser tout ça. Des automatisations, il en existe en fait des dizaines de milliers, voire des millions. Ça va être selon vos use cases. Hein. Si jamais vous êtes en entreprise et vous demandez à vos clients de remplir un formulaire avec des informations sur eux, leur mail, leur téléphone, leur profession, etc., et que vous avez besoin de stocker ces informations quelque part, moi, je me souviens qu'à l'origine, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais en stage, il y a de ça, ça commence à faire quelques années, j'étais en stage et on me demandait, moi, de copier-coller dans un tableau Excel toutes ces informations-là. Alors, j'étais stagiaire, mais je pense que c'est même pas un taf de stagiaire, ça, c'est un taf de robot, puisque ça n'a aucun sens, aucune plus-value en fait en termes de tâches, et on aurait très bien pu automatiser finalement tout ça. Donc là-dessus, sur toute cette partie automatisation, vous avez des noms que vous devriez connaître si jamais le domaine vous intéresse, qui sont Zapier, Integromat, Parabola ou N8N. Alors, je ne reviens pas en détail sur ces différents logiciels, mais moi, je suis un très, très, très grand fan d'Integromat qui me permet vraiment de pouvoir construire des automatisations au quotidien et de gagner vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez la partie base de données et productivité. Alors là, deux outils, je pourrais même en rajouter trois. Il y en a un premier que vous connaissez qui est Google Sheet. Google Sheet ou Excel, hein, vous avez des lignes et des colonnes et vous rentrez des éléments à l'intérieur. Et ça, c'est finalement une sorte de visualisation, une abstraction de la base de données. Là, vous avez deux outils qui sont vraiment passionnants, qui sont très robustes et qui ont beaucoup d'avenir. Airtable et Notion. Notion, alors oui, il y a juste le logo, mais c'est Notion. Hein. C'est deux outils qui sont vraiment géniaux pour construire votre base de données ou pour construire votre entreprise, pour construire une base de connaissances. Moi, je l'utilise au quotidien. Airtable, par exemple, ça me permet de construire toute ma veille autour de ma newsletter. C'est là-dessus que je l'automatise. Et Notion, c'est dessus en fait que j'automatise, ou tout simplement que je stocke toute ma connaissance sur mon entreprise. Si c'est des choses, je pourrais vous montrer vite fait les visuels à la fin pour que vous voyez ce que ça puisse faire. Et pour terminer, en no-code, finalement, il n'y a pas que ces éléments-là. Vous pouvez construire également des chatbots en no-code. Vous pouvez créer également des interactions par la voix. Il y a même de la robotique
qui se fait de plus en plus via des outils no-code. J'ai fait également, je vous parlais de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Il y a une boîte française qui s'appelle Minsar et qui permet également de construire des environnements en réalité augmentée, en réalité virtuelle via des outils no-code, hein, comme si vous étiez en train de dessiner. Et puis, vous avez la partie également jeux vidéo, s'il y en a certains et certaines d'entre vous qui s'intéressent aux jeux vidéo et qui veulent faire notamment des jeux vidéo sur mobile. Si vous aimez bien jouer à ça, bah, vous pouvez également les construire vous-même sur mobile sans être développeur en utilisant un outil qui s'appelle Bitbox. Ça pourra, je vais m'arrêter là en fait sur les différents noms parce qu'il y en aurait pas mal, mais globalement, essayez, si ce sujet vous intéresse, essayez de regarder déjà sur ces outils qui sont extrêmement puissants et avec lesquels vous allez pouvoir faire des millions de choses ultra passionnantes. Donc voilà, gardez ça en tête. Alors juste un petit point, mais ça c'est plus un point un peu stratégique. Ceux qui poussent pas mal le no-code à l'heure actuelle, c'est bien évidemment des startups que j'ai citées en fait précédemment, les Airtable, les Notion, les Bubble, les Webflow, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le no-code derrière, c'est la puissance du cloud. Ok, je vous en ai parlé, c'est toute la partie hébergement, toute la partie stockage en fait de données. Et là, vous voyez que les GAFAM, hein, GAFAM, c'est le nom en fait pour réunir les plus grosses entreprises de la tech, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et je vous les ai entourés en rouge. Il y a déjà 3 entreprises qui fournissent du cloud, en fait, qui sont Microsoft, Amazon et Google. Et chacun ont déjà, en fait, bien évidemment, des solutions cloud d'hébergement. Ils ont tous chacun une solution no-code. Dans le cas de Google, c'était AppSheet que je vous citais précédemment. Amazon, c'était le cas de Honeycode pour construire des applications mobiles. Et c'est vrai que je suis désolé, j'ai oublié en fait Microsoft, qui est finalement un très très gros acteur, mais ils ont plusieurs solutions no-code également utilisées en entreprise, qui s'appelle c'est la suite en fait Power App, et ça va être extrêmement important parce que en fait quand vous arrivez en entreprise, il s'avère que dans votre entreprise, bah, la plupart des boîtes utilisent déjà finalement la suite Office. Et l'idée, c'est pas d'arriver en entreprise et de tout chambouler, de dire OK, maintenant, mais moi, je sais utiliser nos codes, on va utiliser ça, ça, ça. Non, non. En fait, ce qui s'avère, c'est que même les entreprises ont déjà le plein potentiel pour pouvoir réaliser des solutions no-code puisqu'elles ont accès à la suite Power Apps si jamais elles ont déjà la suite Office. Et ça, c'est hyper puissant parce que justement, vous allez pouvoir tenter de les convaincre plus facilement de mettre en place cette transformation digitale. Voilà, c'était juste un petit point stratégique sur le fait qu'effectivement, à partir du moment où il y a quand même les GAFAM qui se mettent sur le sujet du no-code, eh ben, c'est quelque chose qui est poussé de plus en plus. Et derrière les services que je vous ai cités tout à l'heure, les stockages d'hébergement sur du Webflow, sur du Bubble, sur Airtable, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a du Google Cloud et il y a du Amazon AWS. Donc, finalement, c'est ces entreprises-là qui, aujourd'hui, participent de manière de plus en plus active au no-code. Quelles compétences il faut pour devenir un no-codeur? Si sur ce sujet-là, vous m'avez suivi, et comment est-ce qu'on devient un no-codeur aujourd'hui? Je crois qu'une personne qui fait du no-code, ce n'est pas seulement un geek ou une geek. Okay, je pense qu'il faut sortir de ça. Effectivement, c'est une personne qui est capable de construire un produit, mais c'est une personne qui est capable de comprendre la globalité d'un produit. Une personne qui fait du no-code, c'est avant tout une personne qui sait poser les bonnes questions et qui essaye d'y répondre avec les moyens qu'elle a à disposition. D'accord? Donc, en fait, pour moi, alors encore une fois, et ça, c'est quelque chose qui pourra faire débat par la suite, si vous voulez, mais un bon no-codeur, c'est une personne qui doit maîtriser son produit de A à Z. Il doit comprendre en fait la vision stratégique, doit voir avec les différents pôles quelles sont les problématiques, comment est-ce qu'il peut y répondre. Il doit effectivement être capable de mettre en œuvre une conception de cette solution. Il doit être capable, là c'est la partie plus peut-être geek, de la créer techniquement et il doit être capable d'en comprendre
à minima la distribution, voire de le distribuer lui-même. Donc en fait, et c'est ce que je vous mettais, ça ne peut se faire qu'avec une bonne culture web. Je vous parlais de concepts tout à l'heure, je vous parlais d'API, de bases de données, un petit peu de code, etc. Ça, le plus important, je pense, un bon no-codeur, c'est une personne qui a une bonne culture web et qui va être capable de vraiment répondre à des problématiques. Et si vous aimez justement répondre à ce genre de problématiques, en fait, le no-code, ce n'est pas une finalité, c'est simplement un moyen de répondre à une nouvelle problématique sans passer par des développements techniques. Et ça, c'est, de mon point de vue, hyper fort. Ok, super, tu nous as bien vendu en fait le no-code, mais est-ce qu'il y a des limites pour le coup, il y a quelques limites, des choses, certains points qu'on pourra revoir ensemble si j'ai pas tout cité. Un premier point qui est celui en fait peut-être un peu plus législatif, qui est la question du RGPD. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Hein, c'est le règlement général sur les données personnelles, sur la protection des données. Globalement, c'est, pour le faire simple, une loi qui dit qu'il faut protéger en fait nos données, qui protège de plus en plus nos données. Le problème, c'est qu'on a besoin de savoir avec cette loi-là où sont stockées les données, de quelle manière elles sont stockées, pour combien de temps elles sont stockées, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est vrai que à force d'utiliser des outils no-code qui sont stockés, comme je vous le disais, sur Amazon, sur Google, sur Microsoft, stockés aux États-Unis, forcément, il y a un impact à un moment sur les données. Et c'est vrai que potentiellement, peut-être que toutes les entreprises françaises ou votre société n'a pas forcément envie de faire héberger ces données à l'étranger. Donc, il faut regarder en fait au niveau du RGPD comment est-ce que ça fonctionne. Je mets un petit bémol vis-à-vis de ça pour la simple et bonne raison que les entreprises américaines, les startups que j'ai citées auparavant, ont conscience et connaissent bien le RGPD et essayent de justement se conformer de plus en plus à ça. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas trop une immense limite, mais c'est quelque chose à garder en tête, notamment si vous êtes en entreprise, parce que c'est des questions qui seront présentes. Sur les limites du no-code, alors, est-ce que c'est seulement pour des MVP? Qu'est-ce que c'est qu'un MVP? C'est un Minimal Viable Product. Alors ça, c'est un peu dans le milieu, on va dire, startup qu'on utilise. C'est un produit minimal, c'est-à-dire c'est la première proposition de valeur que vous allez faire. Globalement, ce qui va se passer, c'est que quand vous créez un produit, bah, vous ne sortez pas directement Facebook version 40, en fait, qui est absolument super et qui fonctionne très bien. En règle générale, vous sortez plutôt une petite version avec une ou deux fonctionnalités qui paraissent être importantes pour pouvoir la vendre à vos clients. Et ça, c'est ce qu'on appelle un MVP. D'accord ? C'est la plus petite base, la plus petite proposition de valeur que vous allez créer. Et ensuite, et ça, vous allez pouvoir la créer grâce à des outils no-code. Alors, moi, je voudrais juste challenger un tout petit peu ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, OK, le no-code, ça veut dire qu'on peut faire des petits trucs et ça veut dire que finalement, si moi, j'ai un très, très gros projet, je ne pourrais pas le faire en no-code. La réalité, c'est que les outils, ils sont encore jeunes sur le no-code. Vous pouvez faire des choses qui sont absolument folles en réalité. Et moi, je suis assez convaincu qu'en fonction de votre projet, vous pouvez aller assez loin finalement dans votre proposition de valeur. Donc, ce n'est pas seulement des MVP, ce n'est pas seulement des produits minimaux que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment faire des projets de qualité qui durent dans le temps. Moi, je suis assez convaincu qu'il faut voir le no-code d'un point de vue positif et pas seulement le voir sur des premiers petits produits, même si c'est particulièrement adapté, mais vous devez le voir aussi sur la durée. Il y a également la partie open source. Ça, c'est une vraie question que notamment en fait, se posent les développeurs. Qu'est-ce que c'est que l'open source? Alors, je ne vais pas faire un cours sur l'open source, hein, mais l'idée, c'est que ça, c'est quelque chose qui est très présent sur Internet. C'est de se dire que il y a énormément de logiciels aujourd'hui qui ont avancé parce que leur code source était ouvert. Les développeurs ont décidé de partager leur code pour que tout le monde puisse y participer.
Ça, c'est quelque chose qui a énormément fait avancer le web. Typiquement, WordPress, dont je vous parlais tout à l'heure, est open source. Et par conséquent, ça, c'est quelque chose qui fait que ça a fait vraiment évoluer le web. Et là, il y a une petite limite vis-à-vis des outils no-code, c'est qu'il existe très, très peu d'outils qui sont open source. Et par conséquent, vous dépendez d'une entreprise et bon, forcément, du coup, déjà, c'est payant. Et au-delà de ça, vous ne pouvez pas accéder au code, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Et en fait, le problème, c'est que du coup, c'est un peu en train aussi de changer la philosophie d'Internet parce que Internet était vraiment régi par l'open source. Et en fait, aujourd'hui, il va être de plus en plus peut-être régi par des sociétés privées. Et je pense que ça, il faut le garder en tête. Alors, l'open source est toujours finalement un modèle qui prend un peu de temps à se mettre en place. Mais il faut savoir qu'il existe des concurrents open source à la suite Office, à la suite Google. Hein, c'est ce qu'on appelle Open Office. Donc finalement, la communauté a fini par se mettre à ces autres outils. Il existe déjà quelques outils open source no code, mais encore pas assez. Donc moi, je me pose un petit peu la question de savoir si c'est pas un peu en train de changer le web. Je suis assez positif sur le fait qu'effectivement, l'open source va reprendre sa place sur les outils no code, mais voilà, je pose une des limites. Une autre limite, mais ça, je pense que grâce à vous, si jamais le sujet vous intéresse, on va l'avoir de moins en moins. Effectivement, aujourd'hui, on manque de compétences. Hein. Si les sujets et les logiciels dont je vous ai parlé avant vous intéressent et vous passionnent et vous voulez vous y mettre, j'ai aucun souci sur le fait que vous allez pouvoir trouver du travail quasiment dans la journée. Parce qu'aujourd'hui, on manque clairement de compétences en fait sur ce sujet-là, et c'est en train on demande de plus en plus de personnes sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, malheureusement, en fait, des compétences de nos codeurs, on en demande de plus en plus, mais il n'y en a pas assez. Mais je pense que ça va se réduire avec les années qui vont arriver. Donc, je reste assez positif dessus. Deux autres points pour terminer. Des réticences internes. Effectivement, quand vous allez aller en entreprise, vous allez dire, bon, bah, très bien, moi, je maîtrise les outils no-code. Vous allez vous heurter dans un premier temps à des réticences internes parce que c'est la vie. C'est la vie des entreprises. Ce n'est pas forcément évident de passer sur d'autres outils. Et par conséquent, les entreprises ne vont pas suivre direct. Et là, ça me semble très important, c'est ce que j'ai voulu faire un petit peu avec ma newsletter, c'est d'essayer d'évangéliser, d'essayer de faire de la pédagogie sur ces outils, d'essayer d'expliquer les avantages, les inconvénients et d'essayer de faire des démonstrations des produits pour convaincre. C'est des choses qui prennent du temps, mais pour le coup, qui ont vraiment leur place en entreprise, mais c'est vrai que ça risque de prendre un peu plus de temps. Et le dernier point, alors ça, c'était une des questions que je me posais. Je pense que ça pourrait rentrer en débat, mais je la cite comme ça parce que ça vous concerne peut-être un petit peu moins. Mais est-ce que ça serait un marché à la baisse? En fait, le no-code, ça ne signifie pas que c'est gratuit. Il y a des outils qui sont payants et c'est pas parce que vous allez vendre en fait un site qui est créé en no-code que ça a moins de valeur qu'un site qui est codé de A à Z. Ça, c'est vraiment important. Votre travail a autant de valeur qu'un développeur. C'est juste que finalement, il est fait de manière différente, mais je pense qu'il faut faire attention à ça et pas considérer que le no-code, c'est finalement quelque chose de facile, de rapide et qu'en fait, c'est que des brouillons. Non, 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 c'est quelque chose qui a vraiment du sens et sur lequel vous vraiment pouvez avoir une proposition de valeur qui aujourd'hui, en fait, n'est pas gratuite et qui vaut de l'argent. Voilà, moi, sur ces limites, vous voyez, c'est un peu débattu. Il n'y a rien que pour l'instant, je pose juste le débat. Et moi, je reste assez positif sur le fait que je vois plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide sur ce sujet. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est est-ce que pour y avoir en fait des idées de business à lancer avec le no-code potentiellement si la partie entrepreneuriale en fait vous intéresse, qu'est-ce que vous pourriez lancer? J'en ai cité quatre. En vrai, il y en a des milliers.
mais j'avais pas assez de place sur le slide pour les mettre, donc du coup j'en ai mis 4. Mais des choses qui sont en tout cas accessibles. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez faire dans un premier temps, en fait, potentiellement, vous pouvez construire avec des outils no-code des marketplaces. Qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? C'est Amazon est une marketplace. Okay, ça veut dire que c'est un site qui met en relation des marchands avec des clients. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez construire. Vous pouvez utiliser un outil comme Bubble. C'est parfait pour construire des marketplaces. Peut-être que vous connaissez un site qui s'appelle Back Market, qui permet en fait de racheter en fait des smartphones reconditionnés. C'est une marketplace. Je pourrais vous envoyer, je vous le mettrai dans le chat. Il y a un site qui s'est lancé dernièrement qui était également sur Bubble, qui est une marketplace qui s'appelle Comsider, qui permet de revendre son matériel d'occasion pour ceux qui sont montagnards. Bon, on aime ou pas la niche, c'est pas vraiment tellement la question, mais par contre, d'un point de vue technique, aujourd'hui, vous pouvez vraiment créer une marketplace. Donc, à vous de choisir votre sujet, là où vous voulez être, en fait, faire la mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs. Ça, vous pouvez le construire grâce à des outils no-code. Un autre sujet, c'est la partie e-commerce. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, un site comme Shopify vous permet vraiment de créer en 2 heures votre site e-commerce. OK, et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire qu'avec Shopify. Hein. Je ne suis pas payé par Shopify pour dire ce que je vous dis là. Hein. Moi, finalement, j'ai lancé 2 sites e-commerce en fait, aussi à côté. Et moi, j'ai utilisé une solution open source qui s'appelle WooCommerce, qui est une extension de WordPress, qui est aussi quasiment quelque chose en no-code. Donc, vous pouvez utiliser les solutions que vous voulez, mais sur la partie e-commerce, vous pouvez vraiment avoir de la proposition de valeur avec des outils no-code. Vous pouvez vendre également en fait du contenu. Si jamais vous voulez être un média, vous voulez monter, vous voulez vendre. Imaginons par exemple, si vous êtes imaginons sur Instagram et que vous voulez vendre des templates en fait sur Instagram, c'est-à-dire des visuels pour pouvoir poster des jolies photos, etc. Bah, vous pourriez les vendre également sur un site internet. Donc, vous pouvez vendre du contenu que vous-même vous avez créé. Et pour terminer, la partie plus agence, si jamais c'est quelque chose en fait qui vous intéresse, vous pouvez également construire les produits et les projets des autres. Donc, vous pouvez faire un site internet pour telle ou telle agence, une application pour telle ou telle entreprise ou une application mobile, etc., avec des outils no-code. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est des idées de business. Si jamais vous voulez vous lancer, bien évidemment, il en existe plein d'autres. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Encore une fois, je reviens sur le site e-commerce. Alors peut-être ça parlera à certains ou certaines. Toutes ces idées-là, vous pouvez vraiment faire des business à plusieurs millions d'euros juste avec des outils no-code. Typiquement, c'était, je crois, Kim Kardashian avec KKW, sa marque en fait de maquillage. Leur site tourne sur Shopify. Aujourd'hui, leur business vaut 1 milliard. Il y a juste Shopify derrière, d'un point de vue technique. Donc, évidemment, ce qui a fait la force de son business, c'est parce que elle et toute sa famille sont connus. Mais la réalité, c'est que derrière, techniquement, ce n'est pas un problème, c'est juste un Shopify. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Il n'y a pas une équipe de 40 développeurs, en fait, pour un business à 1 milliard. Il n'y a pas 40 développeurs qui sont derrière, en fait, en train d'essayer de tenir le site pendant qu'il y a du monde. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a marqué et qui potentiellement peut vous intéresser. J'en profite pour faire effectivement une petite promo parce que si jamais ce sujet-là vous intéresse, toutes les 2 semaines, en fait, on a un podcast avec un ami qui s'appelle Kevin Jourdan. Et pour le coup, on essaye justement d'essayer de trouver des types de business qui sont au confluent entre les outils no-code et le business. L'idée, en fait, du no-code, c'est pas que ça reste quelque chose de geek,
justement, c'est qu'il y ait bien des gens qui puissent en vivre et qui puissent faire du business avec. Et si ça vous intéresse, on a déjà en fait une chaîne YouTube et une chaîne Spotify pour justement nous écouter parler un peu de ces business et peut-être avoir un peu plus en détail des exemples et des réflexions sur le sujet si ça vous intéresse. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, entrepreneuriale. Et si on se base sur la partie plus entreprise, si jamais vous allez en entreprise. Et là, Antoine, tu reverras peut-être le sujet de notre échange de mails qu'on avait eu et peut-être la partie plus hackathon qu'on aurait pu mettre en place. Mais j'avais envie de le mettre aussi pour la partie entreprise parce que il y a des cas d'usage en fait qui sont très simples. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, quel que soit l'endroit où vous arrivez dans la société, dans la boîte dans laquelle vous allez pouvoir aller, vous allez avoir l'opportunité d'utiliser des outils no-code. Que ça soit sur de la communication, comment est-ce que vous pouvez mettre en place un plan, un social media planner, c'est-à-dire le fait de pouvoir automatiser tout ce qui est postage sur les réseaux sociaux, tout ce qui est connexion avec des gens, toute la partie communication. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place grâce à des outils no-code? Vous pourriez utiliser du Airtable, vous pouvez utiliser du Integromat, du Zapier, c'est sur les articles, enfin les outils dont je vous ai parlé, tout à l'heure. L'idée, encore derrière, c'est d'essayer de prendre toutes les toutes les tâches que vous faites, où vous faites souvent du copier-coller, qui vous prennent du temps, qui ne vous passionnent pas parce que ça n'apporte pas particulièrement de valeur, et de voir si ça ne pourrait pas être un robot qui fait ça en fait à votre place, et si vous ne pouvez pas automatiser ces actions. Donc ça peut se faire sur la communication, ça peut se faire également sur la partie sales, commerciale. Comment est-ce qu'on peut automatiser une prospection commerciale avec des outils no-code? Comment est-ce que si vous faites du marketing, vous pouvez surveiller sur Internet en fait votre marque, vos concurrents. Comment est-ce que vous pouvez automatiser un rapport? C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait votre veille, si par exemple toutes les semaines on vous demande de faire un reporting sur OK, ma marque elle en est où? Elle a fait combien de ventes? Elle a fait combien de visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez automatiser des rapports à envoyer à votre manager? Ça, c'est des choses qui sont possibles, notamment si c'est des choses que vous faites toutes les semaines. Si jamais vous êtes product manager, c'est-à-dire chef de projet, comment est-ce que vous pouvez mettre en place une gestion de projet qui soit efficace et qui justement arrive à mettre en place des outils qui vous font gagner du temps pour que ce projet puisse avancer. Donc là, je vous cite, il y avait Trello, Integromat, vous pouvez utiliser Slack, Gmail. Ouais, c'est juste des outils comme ça et des idées sur des outils que vous pouvez utiliser. Et je termine par deux. Vous avez les ressources humaines. Quand vous arrivez en entreprise, il y a toujours une question en fait autour de ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire en fait de donner accès à la base de connaissances de l'entreprise aux nouvel arrivants en entreprise. Ça, c'est souvent un problème parce que le problème, c'est que vous allez devoir former le collaborateur qui arrive, et ça, c'est pas forcément évident. Souvent, en entreprise, les besoins sont éclatés, c'est pas facile. Et donc, vous pourriez essayer de mettre en place une petite application de bienvenue pour vos collaborateurs. Et en fait, ça, tout simplement, vous pouvez le mettre en place avec une application qui s'appelle Glide, je vous l'ai cité, plus quelques outils d'automatisation. En vrai, en 2 heures, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à votre portée de mettre ça en place. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, je termine, alors c'est peut-être moins votre domaine, mais même sur la partie finance et comptable, vous pouvez aussi automatiser des rapports. Donc, ce que vous voyez, c'est que finalement, en entreprise, il n'y a pas un métier qui n'est pas impacté par la volonté, en fait, justement, de pouvoir automatiser et de pouvoir mettre en place ces outils no-code. Et ça, c'est très, très fort parce que quel que soit le métier que vous puissiez choisir, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec la possibilité d'utiliser les outils no-code. Et alors, ça, c'est ma toute dernière slide. Il est 10 heures, parfait. Après, on va pouvoir passer aux questions si vous en avez.
Euh, Comment est-ce qu'on démarre? Si le sujet vous a intéressé, effectivement, vous devez vous dire, bon, ok, il nous a dit pas mal de trucs, il y a beaucoup d'informations, mais comment est-ce que moi, je démarre concrètement pour faire ça? Alors, j'ai mis un enchaînement de 4 éléments. Je pense que ça, c'est pareil, ça pourrait être débattu. Bah, bien évidemment, dans un premier temps, c'est de trouver une idée. Ou alors, si même je devrais challenger ce que j'ai mis, c'est pas trouver une idée, c'est qu'il vous faut trouver un problème à résoudre. C'est ça le plus important. Si vous trouvez un problème, c'est ça qui va être l'idée. Euh, et votre problème, ça peut être forcément une idée de startup que évidemment vous avez en tête, mais ça peut être quelque chose d'aussi simple de oh là là, je passe du temps à copier-coller en fait des cartes de visite dans un tableau Excel. Comment est-ce que je ferais pour gagner du temps dessus? Ok? Essayez de trouver votre temps a de la valeur. Essayez de trouver comment le rentabiliser au mieux. Ensuite, comment est-ce que vous démarrez bien? À partir du moment où vous avez trouvé le problème, moi, je pense que si vous voulez être un bon no-codeur ou une bonne no-codeuse, si jamais on a le droit de dire ça, euh, euh, vous devez comprendre des concepts de base qui sont à l'origine en fait de tout le web, hein. Le HTML, le CSS, qu'est-ce que c'est qu'une API, qu'est-ce que c'est qu'une base de données. On ne vous demande pas de rentrer dans le détail technique, mais au moins d'avoir des notions. C'est des choses qui peuvent s'acquérir vraiment. HTML, CSS, des API, des bases de données. Si vraiment vous y mettez, en une semaine ou en 2 semaines, vous avez déjà en fait les concepts principaux. Vous pouvez passer ensuite sur les outils. C'est vraiment des choses qui sont très simples à comprendre. Euh, ensuite, en troisième point, vous devez choisir un outil et vous former avec. Donc, est-ce que vous préférez faire des sites vitrines, des applications mobiles? Vous préférez, votre particularité, c'est que vous adorez automatiser plein de process, etc. Choisissez un outil et essayez de mettre les mains dans le cambouis pour vraiment faire en sorte, en fait, d'arriver à maîtriser cet outil et trouver plein de use cases. Et surtout, le dernier point, et je pense que j'insisterai jamais assez sur ça, lancez votre projet, même si ce n'est pas parfait. Personne ne lance des projets parfaits au départ. Et d'ailleurs, même, ce serait un peu flippant si vous considérez que votre objet, que votre startup, que votre projet, il est parfait au départ, c'est que globalement, vous avez attendu trop de temps pour le lancer. Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Les outils no-code vont vous permettre d'itérer assez facilement sur votre projet et par conséquent, c'est vraiment assez important que vous puissiez lancer votre projet, même s'il n'est pas parfait, parce que vous allez vraiment pouvoir l'améliorer au fur et à mesure, le tout sans avoir à coder. Voilà, je vous remercie pour votre attention.